Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur cette modeste chaîne dédiée aux musiques plurielles. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre ma série sur la pop. En fait, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne qui sont dédiées à la pop indé, d'outre-Manche, pop indé, d'outre-Atlantique, etc., etc., la dream pop, etc. Je fais plein de vidéos, donc je pense que c'est une espèce de continuation de cette série. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la pop progressive française des années à peu près fin des années 60, enfin années 70, jusqu'à... j'ai quelques disques qui viennent de nos années à nous ici. Euh, En faisant cette liste d'une vingtaine de disques, qui sont pour moi tous des super classiques, hein, alors, qu'est-ce que j'appelle pop progressive? Ça va être vraiment une définition qui m'appartient à moi. Peut-être que vous en avez une un peu différente. Mais en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes représentées. Donc je vais faire un deuxième épisode, peut-être la semaine prochaine, qui sera entièrement dédié à des disques de femmes. Parce que vraiment, en France, on a quand même une foison de disques merveilleux, d'artistes comme Françoise Hardy, Catherine Ribeiro, Colette Mani, etc., etc. Mais ça rentrait pas dans ce carcan de ce que j'appelle pop progressive, enfin pas exactement. Donc c'est une sélection très masculine aujourd'hui. Mais bon, après c'est de la musique hein, dont on parle. Hein. On n'est pas dans quelconque théorie, quelle qu'elle soit. Donc la pop progressive pour moi, qu'est-ce que c'est En général, c'est quelque chose de plus ambitieux que la pop traditionnelle. Donc on a normalement plus d'orchestration, des chansons qui sont composées avec une plus grande sophistication dans les mélodies, que ce soit au niveau de la poésie qui est utilisée à travers laquelle les artistes s'expriment. On a des textes qui sont assez riches en général, qui peuvent d'ailleurs emprunter à des grands poètes tels Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, etc. Mais qui sont aussi le résultat voilà, de cette époque-là, des années 70, où enfin, la création était quand même en ébullition, on peut le dire. Et puis, voilà, qui ont un côté symphonique, pas toujours, hein, c'est pas toujours, mais qui élèvent ce côté French pop enfin, au-delà de son statut basique, parce qu'on pense à la pop française, on peut penser à Jacques Dutronc, des gens comme je sais pas moi, voilà, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, ce sont les pans visibles de cette pop française. Est-ce que je décrirais leur musique comme progressive? Je dirais que non. Mais ça ne, ça ne rend pas leur musique moins intéressante, on va dire. C'est juste un genre différent. Alors je vais essayer, tant bien que mal, de vous faire cette petite liste, une vingtaine de disques. Comme j'ai dit, pour moi, c'est l'élégance à l'état pur, c'est la classe. Alors, Alors je vais commencer avec l'album qui, à mon humble avis, représente le mieux ce genre de musique que je vais m'évertuer à vous décrire aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous parle évidemment du grand Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg, sorti en 71 sur Philips. Que dire, un album qui a une influence monstrueuse sur la pop dans le monde. Euh, on peut, enfin, voilà, c'est outre nos frontières, hein, ça c'est clair et net. Je dis nos frontières, moi je suis en Australie, mais outre vos frontières à vous qui regardez. Euh, un album de 28 minutes où il n'y a pas une note de perdu, c'est de la poésie déclamée sur de la musique orchestrale, ambitieuse, grandiloquente. Voilà, c'est ça la pop progressive pour moi. Ça peut être ça, c'est de la poésie avec une musique qui a de l'ambition derrière. Euh, Là, on a effectivement, enfin, ce qui est le plus hallucinant, moi, je trouve, sur ce disque, c'est le fait qu'on ait un orchestre classique, on a des chœurs, on a un groupe de rock avec de la guitare, de la batterie, et ce qu'on entend le plus, c'est la voix chuchotante de Gainsbourg sur cet album. Moi, je trouve que c'est fou la production de ce truc. Il fallait y penser, quoi. C'est juste
un objet tellement... Enfin, c'est un ovni total, l'histoire de Nelson, et ça continue à en être un. Il continue, je pense, à inspirer des tas de nouvelles générations qui le découvrent. Après, outre la dimension poétique, symphonique de tout ça, il y a aussi ce côté un peu vicelard, un peu dépravé de l'histoire qu'il raconte. Et si ça vous dérange peut-être, voilà, moi je passe outre ça parce que je pense que en tant que chef-d'œuvre poétique de pop progressive, d'ailleurs à l'époque, les journaux l'avaient décrit comme le premier poème symphonique de l'âge pop, ce qui est tout à fait noble comme description et je pense que voilà, je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures. On va continuer avec quelques autres monstres sacrés de la chanson française, en commençant par ce disque fabuleux de Gérard Manset, La mort d'Orion. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'ambition à l'état pur. Ça, c'est le deuxième disque de Manset, il est sorti en 70, donc avant Melody Nelson d'ailleurs, au passage. Et c'est voilà, c'est encore une fois une œuvre incroyablement poétique, avec des orchestrations qui ont été d'ailleurs réalisées par Manset lui-même. Et puis on a même tel une, on a l'impression que c'est une œuvre classique, on a un espèce de libretto dedans avec cette poésie voilà, on peut voir cette recherche, il y a une recherche esthétique qui est incroyable. Alors la musique, bah, cet album concept qui parle de la mort d'une étoile, de retrouver un autre paradis ailleurs, on a ce côté quand même assez macabre, assez sombre, assez nocturne. C'est pas un disque qui s'écoute dans la joie, à la bonne humeur. C'est un disque solennel. C'est un disque qui pèse. C'est pas Victor Hugo non plus, mais quand même. Depuis qu'il cheminait par 10 et 100 de mille pour délaisser la terre et ses anciennes villes, depuis qu'il voulait voir ce peuple fou ailé, la nébuleuse noire, depuis donc, et déjà tant de siècles passés qu'ils avaient délaissé la terre, ce peuple solitaire s'épris de ses vestiges et voulut en revoir la tige. Bon, la tige, c'est un peu moins réussi, mais on n'est pas dans Beaux endormis non plus, mais c'est quand même pas mal, quoi. Donc, je vais continuer avec deux types, en fait, qui se sont réinventés. C'était des chanteurs de pop pour gamines dans les années 60 et dans les années 70, ils ont pris un virage absolument hallucinant. Bah, c'est un peu comme les mecs ou les gonzesses là, qui vont dans la Nouvelle Star ou je sais pas quelle émission télécrochet et puis qui commencent un truc un peu naze et pour finir deviennent des chanteurs un peu plus crédibles. Je sais pas si on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup d'exemples de ce type de... Mais en tout cas, pour Christophe, ça a clairement marché. Donc Christophe, bah, voilà, comme chacun sait, il a commencé avec des petits hits, des petits tubes tels Aline ou les marionnettes, des choses inoffensives, on va dire, hein. On les connaît tous, hein, si on a grandi en France. Combien de fois on a entendu Aline à la radio? Enfin, si on a mon âge, hein, je parle pas de jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, mais des gens qui ont 40, 50 ans comme moi. On a entendu ça des millions de fois, enfin pas des millions de fois, mais des centaines de fois à la radio. Puis on n'avait aucune idée que Christophe, après ces tubes un peu niais, on va dire, a fait des albums. Je veux dire, j'aurais pu vous montrer 4 ou 5 albums de Christophe facilement. Le Samouraï, par exemple, aussi, il est magnifique. Mais alors, Les Paradis Perdus, c'est difficile de faire mieux, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans une dimension là où on parle de pop progressive, mais là, c'est comme avec Gainsbourg, c'est un peu la définition. On a ces paroles qui vont vers une sophistication voilà, qui est bien assumée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les paroles sont composées par Jean-Michel Jarre. Oui, mais c'est assez fou parce que on pense Jean-Michel Jarre comme ce mec qui fait des espèces de trucs électroniques un peu répétitifs. Mais en tant que compositeur de paroles, il était quand même assez doué, moi je trouve, hein. Quand on écoute Les Paradis Perdus ou Mama
ou Ferber endormi, c'est la classe absolue, quoi. Donc on a ici encore une fois un disque qui, qui, qui va entre la pop et quelque chose de vraiment, vraiment progressif à certains égards. Le disque lui-même est sorti en 73. Voilà, sur quel label d'ailleurs? C'est intéressant. Ah, sur Motors, ouais. Sur Motors, ouais. Et Christophe là-dessus, il a ce côté dandy, un peu sorti de l'apocalypse, quoi. La couleur est assumée dès la pochette. Une pochette que je trouve d'ailleurs magnifique. Puis bon, je vous encourage à écouter la chanson titre, hein, Les Paradis Perdus. C'est quand même un single qui est absolument charmant et voilà, qui apporte une fraîcheur. Alors ensuite, ben, puisqu'on parle d'un autre mec qui s'est transformé de, de- de chanteur un peu délirant à quelqu'un de éminemment sérieux et puis tellement sérieux qu'il s'est suicidé, ben, parlons de Nino Ferrer. Donc voilà, le grand Métronomie. Métronomie, voilà, c'est un des grands albums de cette époque-là. Encore une fois, on a ce côté assez... là, on est vraiment dans une espèce de croisement entre de la musique un peu à la François de Roubaix. C'est-à-dire, il y a un côté un peu rock, funky, prog, mais avec, pareil, une poésie qui est indéniable. C'est peut-être pas du niveau poétique d'autres œuvres dont on va discuter là. C'est peut-être, on est plus dans une mouvance un peu plus rock avec cet album. Mais quand même, on peut pas nier le, enfin, l'impact de cet album. Il est sorti en 72, cet album Métronomie. Je vous encourage à écouter Les Enfants de la Patrie, par exemple, qui est magnifique. Écoutez aussi Blana de Nino Ferrer ou voilà, le Nino Eradia, c'est la classe. Ensuite, la seule femme que j'ai sélectionnée pour cette première vidéo, vraiment le seul album de femme, Brigitte Fontaine est folle. Brigitte Fontaine est, et puis à l'intérieur vous voyez, folle. Voilà. Donc ça c'est de la pop qui est un peu plus, moi j'appellerais ça plutôt de la pop psychédélique que de la pop progressive. C'est vrai que on est moins dans ce côté ambitieux, orchestral, qu'on retrouve par exemple chez Christophe ou Manset ou, évidemment Gainsbourg. On a ce côté un peu plus joyeux, un peu plus sautillant. On a ces mélodies qui sont... ah, parce que Brigitte Fontaine aussi, c'est le sens de l'humour. Donc la direction artistique est de Pierre Barrault, les arrangements de Jean-Claude Vanier. Donc évidemment, avec un type comme Jean-Claude Vanier aux manettes, derrière, on a quand même cette sensibilité qui est... voilà, il y a de l'ambition aussi. On a notamment là-dessus Il pleut, qui est un des plus grands enfin, tubes entre guillemets de Brigitte Fontaine. Il pleut, c'est tout ce qu'il sait faire. Enfin, je veux dire, c'est sûr que j'ai écouté des centaines de fois que j'adore toujours. Enfin, on a aussi Cet enfant que je t'avais fait, la dernière chanson, chanson de Fontaine et Higelin, qui, pareil, c'est magnifique aussi. Donc, et ça, c'est un album qui est sorti en 68 ou en 69, si je ne m'abuse. Donc avant, bien avant, voilà, bien avant Gainsbourg, mais quand même ça rentre dans cet univers. Alors voilà un des albums peut-être les moins connus de cette liste. Bernard Estardi, La Formule du Baron. Ça c'est un disque qui, euh, qui est un espèce de pont entre la library music et puis la musique orchestrale un peu funky et la pop. Voilà. Donc on est vraiment au croisement. Alors le Baron c'est Bernard Estardi, c'est un grand arrangeur. Il a fait plein d'albums de library music comme je l'ai dit avant. Et cet album il est sorti en 68 et on retrouve ce côté funky avec des orgues à souhait, des mélodies, des lignes de basse euh, hyper dramatiques, super dansantes, et ce côté pop franchouillarde un petit peu à certains égards.
Euh, voilà, par exemple, Autoscopie ou La valse du Vépar, ce sont des titres que je vous encourage à écouter. Donc c'est pas un nom qu'on entend très souvent, Bernard Restardi, mais il a fait beaucoup d'arrangements pour plein d'autres artistes. Et il est souvent associé à des gens comme par exemple Nino Ferrer. Il a travaillé avec Estardi par exemple, notamment. Donc je vous encourage, hein, pareil, 69, 1969. Alors ensuite, un de mes disques favoris de tous les temps, hein, on va dire, hein, c'est clair, hein, c'est un disque en plus qui est très facilement trouvable si vous habitez en France. La solitude de, de Léo Ferré, excusez-moi. Alors on n'a pas besoin de souligner le caractère poétique de l'homme. On sait que là on est en présence d'un des trois ou quatre grands génies de la poésie version chanson française. Voilà, on a des gens comme Brel, Brassens. On est dans cette même lignée de personnages. Mais là, en l'occurrence, Léo Ferré, il a voulu faire un disque de rock. Il s'est dit, bon, bah, voilà, je fais des disques plutôt de folk un peu engagé, de chansons françaises voilà, ténébreuses, engagées, tristounettes, chant de Baudelaire. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il y a une profondeur qui est quand même indéniable. Puis il s'est dit, je vais faire un album avec le groupe Zo. Le groupe Zo, c'est un groupe de jazz rock français. C'est un peu l'équivalent français d'un groupe comme Blood, Sweat and Tears, par exemple, aux États-Unis. Donc c'est du jazz rock avec beaucoup de- de- d'instruments tels que des trompettes, des saxophones. Enfin, c'est un groupe où il y a quand même cette dynamique jazz rock un groupe comme Chicago, par exemple. Et Ferré, il s'est mis en partenariat avec eux, puis il a fait cet album. Alors c'est de la poésie qui est déclamée sur ces atmosphères un peu jazzy, c'est complètement délirant. Je vous encourage à aller voir, à aller écouter les Albatros ou Ton Style ou les pop. Enfin, c'est vraiment l'essence de la pop progressive à 100%. C'est vraiment un super disque qui est assez trouvable, assez facilement trouvable. Il est sorti en 71 comme justement comme Melody Nelson d'ailleurs. Alors un autre disque qui est crucial dans cette histoire-là que je raconte, c'est Paul Naref de Paul Naref. Alors bon, on aurait peut-être pu choisir même le premier disque de Paul Naref, mais celui-là, il est encore une fois, il y a ce côté beaucoup plus grandiloquent. Alors c'est orchestré à souhait. Donc vous avez des orchestres dirigés par Jean-Loup Dabadi, par Anthony King, donc voilà, on a Pierre Delanoë et Jean-Loup Dabadi qui composent des textes. On a des arrangements. Donc c'est un disque qui puise dans ce côté un peu anglo-saxon de voilà, pop d'outre-Manche des années 60, début des années 70. On n'est pas très loin de choses comme les Moody Blues ou bien voilà, des groupes avec cette ambition un peu baroque, les Zombies. Voilà, c'est ça, on est vraiment dans cet univers-là. Si vous aimez par exemple les Zombies, je pense que ce disque-là, ça peut tout à fait rentrer dans votre univers. Pour moi, quand j'écoute ça, je pense toujours à Qui a tué grand-maman, qui est voilà ce petit chef-d'œuvre d'orfèvre pop de quelques minutes on s'en rappelle pour toujours quoi. C'est juste magnifique. Alors voilà des disques qui sont un peu associés les uns aux autres, trois disques un peu dans la même galaxie on va dire. Je vais commencer avec ce disque-là qui peut-être est plus un disque de pop psychédélique que de pop progressive. Popera Cosmique. Donc, on a une collaboration entre François Wertheimer, Guy Skornik et William Scheller, dont je vais parler après. Je vais vous parler de William Scheller et de Guy Skornik. Et je ne sais plus d'où sort l'association avec Paul Naref, mais je crois il y a une association entre Paul Naref et puis ce disque-là. Alors là, on a vraiment un disque grandiloquent avec des orchestrations de dingue. On est à mi-chemin entre la mort d'Orion et puis du Polnareff, hein, justement. On est vraiment entre ça et ça.
Il y a aussi un côté François de Roubaix-esque, La planète sauvage. J'aurais pu parler de La planète sauvage aujourd'hui, hein, si vous êtes en train de derrière votre écran et vous me dites où est La planète sauvage. Je pense que je vais faire un épisode qui est dédié aux soundtracks et puis à la musique d'illustration sonore dans cette série là que je suis en train de faire. Je pense que ça va rentrer là-dedans. Enfin, je dis ça en passant. Mais bon, là, Popera Cosmic, c'est un disque qui est hyper dur à trouver. Et moi, j'ai une réédition de Find the Skippers qui est tout à fait décente, avec des notes de pochette qui sont super bien faites. Donc, je vous recommande cette version. Donc, François Wertheimer, il est connu surtout en étant l'arrangeur et le songwriter, enfin le compositeur pour Barbara. D'ailleurs, si vous avez déjà écouté La Louve de Barbara, là vous allez entendre la patte de François Wertheimer, Guy Skornik. Donc on va en parler dans une seconde. William Scheller, tout le monde connaît. Alors voilà, c'est assez. Ça fait un peu penser ce disque à des BO de films comme Holy Mountain, enfin des trucs assez délirants comme ça. Donc puisqu'on parlait de Skornik, alors Guy Skornik, encore un nom qui est tombé complètement sur le radar. Pareil, moi je pense qu'on peut le mettre dans le même sac que Mansay ou que Christophe, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un artiste vraiment avec des idées beaucoup plus grandes que la moyenne, quoi. C'était pas un mec qui voulait faire de la pop, il voulait clairement pas faire, c'était pas son trip. Et là, il a fait un disque qui s'appelle Pour Powells. Alors Louis Powells, c'est un écrivain, il a écrit notamment le Matin des magiciens, le truc, espèce de livre un peu conspiratoire avec des théories sur l'île de Pâques, sur les extraterrestres, sur enfin sur plein de trucs qui sont... c'est très ésotérique comme lecture. Et d'ailleurs, Powells, il est cité dans les initiales bébé de Gainsbourg, L'amour monstre de Powell. C'était une référence que j'avais entendue il y a des années dans cette chanson-là. Et c'est après, par association, que je me suis dit, ah oui, il parle de Louis Powell en fait. Donc voilà, donc un album qui est une suite de chansons qui parle surtout de l'île de Pâques, des envahis, des extraterrestres, de plein de choses. Et il y a même une note de pochette de Louis Powell lui-même qui est assez intéressante. Donc c'est un concept assez dingue. Mais pareil, si vous aimez cette idée de pop progressive, là on est vraiment pour le coup. Puis il y a un album que j'ai en CD, là, le seul CD que je vais vous montrer, c'est l'album de Scheller, qui est sorti à très 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 peu de copies à l'époque, qui s'appelle Lux Eterna. C'était un album c'est un album qui est entièrement instrumental. C'est de la pop orchestrale de haut vol. On est là vraiment, encore une fois, entre François de Roubaix, Bernard Restardi. On a ce côté un peu, voilà, Paul Narev sans les paroles. Ben voilà, c'est William Scheller, c'était un génie aussi, il faut dire la vérité. Et il avait composé ça comme musique pour le mariage d'un de ses copains, il me semble. Et on a vraiment une suite de chansons, enfin de morceaux qui sont, voilà, qui débordent de génie, d'ambition, et ça n'a jamais vraiment été sorti, quoi. Lux Eterna, c'est vraiment dommage. Mais bon, moi j'en ai une réédition en CD qui est tout à fait correcte. Alors ensuite, parlons de Monsieur Bernard Lavilliers, donc le Stéphanois. Alors je dirais pas que Bernard Lavilliers, il est spécialement connu pour faire de la pop progressive, mais alors sur cet album, pour le coup, on peut pas le nier. D'ailleurs, on a des arrangements de Karl-Heinz Schaeffer, qui a travaillé sur notamment Les Gants Blancs du Diable. Donc il a travaillé même avec Christophe, il me semble. C'est un grand, voilà, pareil, compositeur de musique de film, de library music. Juste pour Les Aventures extraordinaires d'un billet de banque, qui est pour moi, ça représente un peu ça, c'est un peu la définition de la pop progressive. En fait, c'est un morceau pop, une chanson pop, mais qui a des paroles complètement délirantes et
on se retrouve dans la peau d'un billet, enfin, on- le narrateur, c'est-à-dire, voilà, Bernard Lavillier, il se, il se propulse dans la peau d'un billet de banque, puis il s'imagine passer d'une main à l'autre, d'une poche d'un dealer de drogue, entre, voilà, dans le soutien-gorge d'une pute. Enfin, c'est complètement, c'est vraiment euh, une chanson qui, qui moi, quand j'avais découvert ça, je me suis dit, mais c'est fou, c'est du Lavillier, quoi. Pourtant, alors, moi, il y a des années, je pensais que c'était complètement ringard, Lavillier, et pourtant, le Stéphanois, c'est un album qui est vraiment, vraiment, vraiment euh, facile à trouver et qui vaut le coup de. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Voilà. Alors, je vais continuer avec deux albums qui vont un peu ensemble, donc je vais en discuter ensemble. Et je vous parle de Ilou et Décupier et du système Krapoutchik. Donc, ce sont deux albums qui étaient sortis à l'époque sur Flamophone. C'est un label qui avait été créé par Claude Puterflamme. Ça s'invente pas, hein, c'est son vrai nom, hein. On a l'impression qu'il s'appelle Capitaine Flamme, le type. Euh, il rassemble à peu près les mêmes musiciens, c'est-à-dire Jean-Pierre Alarcène, Bernard Hinault, Patrice Décupier. Je crois que Bernard Hinault apparaît sur le système Krapoutchik. Sur le système Krapoutchik, on a aussi des gens comme Marc Chantreau, Christian Padovan. Encore une fois, je parlais de Jean-Pierre Alarcène. Donc, ce sont deux disques qui ont un personnel un petit peu similaire, qui sont sortis sur le même label. Alors pour le coup de Hilo et Décupier, c'est sorti en 71. Il y a un côté un peu Crosby, Stills Nash là-dessus, c'est de la pop un peu qui va dans le country rock un petit peu, mais qui reste quand même ce côté tout à fait hors des codes. On a des harmonies vocales absolument hallucinantes. On a des arrangements qui sont encore une fois d'une nature qui excèdent, enfin qui vont bien plus loin que votre disque de folk ou de pop traditionnel, normal. Et moi je trouve que c'est un magnifique, magnifique disque, c'est très très sous-estimé. Quand on parle de chansons françaises, on n'en entend jamais parler. Idou est DQIP. Et donc on a là-dessus voilà, Jean-Pierre Alarcène, voilà, tous ces mecs-là. C'est une équipe de tueurs incroyables. Enfin voilà, c'est superbe. Puis le système Krapoutchik, ça aussi c'est un superbe album qui est sorti en 75 pour le coup. Et qui est bien dans l'esprit. En fait, le système Krapoutchik, je crois que c'était le groupe derrière Dutronc à l'époque, dans les années 60. Et puis après, ils ont commencé à faire leur propre musique eux-mêmes. Voilà, poussé par donc ce fameux Claude Puterflamme qui, en créant le label, leur a permis de faire des disques. Alors là, je vais finir cette période avec deux disques qui vont peut-être vous surprendre. Alors donc, le premier, ça c'est peut-être vraiment un disque qui va peut-être vous surprendre que je vous montre ça ici. Euh, c'est un disque de Joe Dassin. Alors oui, on se dirait pourquoi est-ce qu'on vous montre un disque de Joe Dassin. Alors ça, c'est un disque qui est hyper facile à trouver. Il s'appelle Le Jardin du Luxembourg. Il est sorti en 76, comme moi. La prise de son est de Bernard Estardi. On en a parlé tout à l'heure. Et on a des chansons ouais, de gens différents, dont Pierre Delanoë, par exemple, qui compose là-dessus. Et cet album, moi, je l'avais acheté il y a 10-15 ans, je ne sais pas combien de temps. Et je l'ai acheté pour une chanson, qui est la première chanson, Le Jardin du Luxembourg, qui est vraiment, encore une fois, la définition de la pop progressive française. C'est complètement dans les codes. On a cette orchestration super ambitieuse. Lui qui un peu parle, chante par-dessus, une espèce de poème. Le reste du disque, il n'est pas non plus ouf. Pour la première chanson, si vous trouvez ça à 2 balles, il faut pas du tout hésiter, parce que juste pour la première chanson, il est magnifique. Joe Dassin, Les Jardins du Luxembourg.
Et puis, dans le même univers, c'est un disque dont j'avais parlé très récemment, qui m'a inspiré cette vidéo, Plume d'ange de Nougaro. Et pareil, si vous écoutez la chanson titre, Plume d'ange, toute première chanson, qui dure 15 minutes, on est tout à fait dans cet univers de pop progressive. Alors il n'y a qu'à regarder les crédits là-dessus. On a du Moog, on a du trombone, du sax, des percussions, du tuba. Et c'est organisé, enfin arrangé par Jean-Claude Vannier. Donc on est complètement dans cet univers, encore une fois. Claude Nougaro, Plume d'ange de 1977. Puis le dernier disque de cette période, années 60-70, que j'ai sélectionné ici, c'est ce disque un peu méconnu de Mélet Meyer. Donc c'est Michel Mélet, Meillet et Bernard Meyer. Donc là, on a des poèmes, on a du Rimbaud, on a des poèmes de Gilles Elbaz, des chansons de Jacques Brel, ces gens-là par exemple, qui sont encore une fois déclamés avec des morceaux un peu symphoniques prog derrière, un peu, voilà, un peu à la Ange, on va dire, mais beaucoup plus. Moi je suis pas fan de Ange personnellement, quoi, donc il y a ce côté beaucoup plus sophistiqué, un peu plus poli, un peu plus polissé, quoi. Le bateau ivre, donc évidemment tout le monde connaît le bateau ivre, hein, c'est une grande œuvre poétique de Rimbaud. Et là on en a une version là-dessus aussi. Donc c'était un groupe parisien. Et c'est dommage qu'ils aient rien mis sur le. Ils ont mis leur nom là, puis, là, il est vraiment blanc. Mais c'est vraiment une superbe pochette. Moi c'est un disque que j'avais acheté un peu à l'arrache il y a une quinzaine d'années, pareil. Et puis j'en savais rien du tout. Puis moi je l'ai pris comme ça. Puis je vais finir avec trois 4 disques d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est pas vraiment de la pop progressive à proprement dit, c'est un peu de plus de la pop psychédélique. Mais AS Dragon, Bertrand Burgala, pourquoi pas, hein, on est quand même dans ce côté. Bon, là, il est clairement dans une espèce de mode beaucoup plus krautrock. Mais le krautrock, c'est de la musique progressive en elle-même, expérimentale, progressive, psychédélique. Donc, est-ce que ça rentre là-dedans, oui ou non? Il y a des trucs incroyables, mais je vous encourage à écouter au Cyclade électronique. La chanson C1 qui c'est un peu du Cannes, mais avec la voix de Burgala par-dessus. Ça, c'était sorti à l'époque en 2001 et il a été réédité en 2022. Donc maintenant, on peut le trouver en vinyle assez facilement. Il était jaune à l'époque, mais là, il est vert. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas ressorti en jaune. Je n'ai pas trop compris le truc. Euh, Deux albums qui sont sortis sur Born Bad, un de mes labels favoris. Alors, j'ai plusieurs albums de ce type-là parce que j'aime beaucoup. Moi, forcément, je suis un fan de pop. J'adore cette pop un peu baroque, un peu avec beaucoup d'orchestration. Donc, on a Forever Pavot. Forever Pavot, c'est ce type-là. Il s'appelle Émile Sornin. C'est un Parisien. Puis, il fait plein de trucs dans sa piole, en fait. Il arrange il bidouille et tout. Et il avait fait pas mal d'albums, justement au début des années 2010, enfin fin des années 2000, début des années 2010. Et moi, je les avais achetés directos, puisque moi, ça me parlait bien, ça me bottait bien. Donc là, on a un mix entre voilà, François de Roubaix, Gainsbourg, Nino Ferrer, que sais-je, encore une fois Bernard Estardi. Tout ça, on le retrouve là-dessus. C'est complètement raccord. C'était sorti en. Je vois plus l'année. Je sais plus l'année. Mais c'était, oh, je dirais 2012, 2013, un truc comme ça, dans ces eaux-là, sur Born Bad. Voilà. Ensuite, bah, un disque que j'adore. Sans honte, sans. J'adore ce disque. Je le connais par cœur, il est excellent. La femme, donc voilà. Il s'appelle Psychotropical Berlin. Alors là, pareil, on est dans une mouture qui est entre la pop psychédélique, le surf rock, la chanson française. Je sais pas exactement où on est. On est dans beaucoup d'univers différents, mais ça reste quand même super inventif. C'est catchy. Moi, j'adore Ipsoline, par exemple. J'adore. Ipsoline.
La femme, sur la planche 2023. Enfin voilà, il y a que Amour dans le motu, excellent, excellent, excellent. Voilà. Donc c'était un groupe, c'est un groupe qui continue à faire des disques et celui-là il est sorti en 2010, il me semble 2010-2011. Ouais, j'adore ce disque, c'est magnifique. Puis le petit dernier pour la route, c'est un disque que j'ai acheté en France il y a quelques semaines, enfin il y a 2-3 mois, un peu au pif, des animaux pires que moi, euh, Isula et Louis Fontaine. Je crois qu'il y a une association avec la femme. Il me semble que soit elle ou soit lui était dans la femme. Pareil, on est complètement dans cet univers pop française des années 70, Paul Naref qui rencontre voilà, Brigitte Fontaine, quoi. C'est un peu le trip. Françoise Hardy, Brigitte Fontaine. On a un peu cet univers-là. Moi, je l'avais acheté chez Babalouma, au pif. C'est un disque de 2025, pour finir, qui est numéroté pour le coup. Donc c'est cool, c'est sympa. Donc avec cette première mouture pop progressive française. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez réagir, me laisser des commentaires, dire que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous faire un deuxième volume avec des disques de femmes, puis peut-être un troisième volume avec des disques d'illustration sonore et de soundtrack, de bandes de films. Parce qu'en France, on regorge de trucs comme ça. Puis je sais pas, peut-être que ça va m'amener ailleurs. Alors voilà, je vous remercie et puis à plus.